Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG, sans tabou, sans jugement, avec du vécu, de l'expertise et surtout de la bienveillance. Ici, vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil, bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston 2026, le grand rassemblement caritatif des podcasteurs. Et pour l'occasion, j'ai l'immense honneur de recevoir Alban Gaillot, co-directrice du planning familial. Alors aujourd'hui, tout le monde a une histoire avec le planning familial, puisque depuis 70 ans, cette association est le pilier de nos libertés. Contraception, avortement, éducation à la sexualité, lutte contre les violences. Mais aujourd'hui, le planning doit faire face à de nouveaux défis. Désinformation numérique, coupe budgétaire locale et montée des mouvements conservateurs. Avec Alban, nous allons lever le voile sur la réalité du terrain, sur les combats pour la visibilité face aux algorithmes de Meta et sur l'importance de défendre, encore et toujours, un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce que je te propose pour commencer, c'est te laisser la main pour te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein du planning familial. Alors, je m'appelle Alban Gaillot, je suis co-directrice du planning familial, en charge du service Arcade, qui s'occupe notamment de tous les sujets communication, plaidoyer, mais aussi collecte de fonds, documentation et toute la gestion des bases de données. Voilà. Ok, donc ça fait quelques sujets à traiter. Quelques sujets, surtout avec l'actualité où effectivement on a des problématiques de recherche de financement. On a décidé dans notre organisation d'intégrer un nouveau poste qui est la recherche de financement. Ok, bon, on va y revenir parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal de questions, le côté financier, soutien financier, dons, etc. du planning familial. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que pour le coup, l'objectif, c'est de pouvoir parler de cette association dans le cadre du podcaston. Alors, je doute du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui connaissent le planning familial, mais est-ce que tu peux quand même le présenter cette organisation, cette association et quelles sont les missions aujourd'hui du planning familial, parce que ça a évolué dans le temps, vu que ça fait 70 ans que le planning familial existe. C'est ça, le planning familial existe depuis 70 ans et on dit souvent tout le monde a une histoire avec le planning. Pourquoi? Parce que ça fait 70 ans que c'est une association de terrain. C'est une association qui a 82 associations départementales, donc à la fois sur le territoire hexagonal, mais également dans les Drômes. On a des actions qui sont multiples, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que le planning familial, c'est une association militante, féministe et d'éducation populaire. Ça fait 70 ans qu'on se bat et qu'on lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'on lutte pour que chaque personne ait le choix, fasse le choix, son choix en toute autonomie. On lutte pour l'accès aux droits sexuels et reproductifs, à la contraception, à l'avortement, libre et choisi. Nos modalités d'intervention, elles sont multiples. On fait de l'accueil individuel dans nos permanences, mais on fait aussi de l'accueil collectif et on fait aussi beaucoup de missions de aller vers, c'est-à-dire on peut se rendre dans des établissements scolaires pour faire des séances d'éducation complète à la sexualité. On peut aussi intervenir lors de moments festifs. Par exemple, lors de festivals, on peut tenir un stand de prévention avec des jeunes militants, militantes pour faire des animations. Par exemple, les Solidays ou la Fête de l'Humain. Et puis, comme je disais, on fait de l'accueil lors de nos permanences. Nos domaines d'intervention sont multiples. On est très connus pour le sujet de l'accès à l'avortement et de la contraception. Bien évidemment, mais il faut savoir que toutes les personnes qui accueillent d'autres personnes sont formées au repérage des violences. Donc on est aussi parfois, malheureusement, en situation de voir l'identification de phénomènes de violence sur les personnes que l'on reçoit.
Et donc, on les oriente vers des structures plus spécialisées, vers les violences conjugales, par exemple, ou les violences sur les enfants. Il faut dire aussi que le planning familial, c'est un accueil inconditionnel, anonyme, gratuit. Ça, c'est très important. On ne juge personne. Tout le monde est bienvenu. Venez un peu comme vous êtes. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec bienveillance et sans jugement, on a une cellule de formation aussi. C'est important de le dire. C'est que toutes les personnes qui sont au planning, qu'elles soient bénévoles ou salariées, elles bénéficient de formations, des formations longues de 160 heures sur l'éducation à la vie affective. Mais c'est aussi parfois, elles peuvent se former en continu comme dans les entreprises normales, hein, je veux en dire, mais sur des problématiques qu'elles rencontrent. Et nos formations, elles sont élaborées aussi à partir des remontées de terrain. Par exemple, je sais pas, on organise des formations sur l'accueil des personnes trans ou la personne intersexes. Voilà, donc c'est des formations qu'on dispense et qui nous permettent d'être à l'écoute, non jugeante et le plus professionnel possible. Voilà. Il y a un sujet qui est important, c'est qu'on est opérateur du numéro vert national 0800 08 11 11, qui est un dispositif à la fois d'un numéro vert, mais aussi un site internet et un chat. Le chat, on l'a ouvert en 2023. Ça veut dire que sur ces sujets-là, on traite là tous les sujets autour de l'IVG, la contraception et des sexualités. Nos publics au planning familial, c'est plutôt un public qui se détermine comme féminin, plutôt jeune, Question effectivement. que j'avais, ça, sur le public, effectivement, du planning familial et savoir si il y avait des hommes qui poussaient l'apport du planning, puisqu'on parle de plus en plus de la contraception masculine. Et je me disais, est-ce que maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui poussent les ports du planning familial en s'interrogeant sur leur propre contraception ou pas? Alors, il y a des hommes qui poussent la porte du planning familial pour s'interroger sur leur contraception, sur leur sexualité aussi, sur leur vie intime. Et ça, c'est grâce vraiment au rôle des associations au sein de l'éducation nationale. Permettre aux associations de venir dans les écoles parler des sexualités, de l'intimité, du respect, des contraceptions, permet aux jeunes d'identifier une structure vers laquelle ils peuvent se tourner. Et quand on est un jeune garçon, quand on est une jeune fille, quand on se pose des questions, savoir qu'il y a une écoutante, une personne qui peut m'accueillir sans être jugée, ça peut permettre de répondre à des questions, de lever des freins et des tabous aussi. Et donc, j'ai pas en tête les chiffres exacts, mais oui, on a des jeunes garçons qui viennent parce qu'ils savent qu'ils sont bien accueillis au planning familial. Ouais, ça a un lien aussi du coup avec, c'est ce que tu disais, dans le cadre de l'école ou autre, peut-être avec des personnes qui sont mineures. Tu commençais à dire qu'il y a des personnes de tout âge, mais j'imagine aussi l'importance, moi ça a été le cas, que comme tu disais, tout le monde a une histoire avec le planning familial. Moi, mon histoire avec le planning familial, c'était quand j'étais mineure, d'aller voir le planning, pour, avoir une contraception sans avoir à en parler à mes parents et en même temps quand même être, protégée. Du coup, le planning m'a permis ça et moi, c'est surtout ça que je vois, mais je sais pas si c'est la majorité des personnes mineures qui veulent pas forcément en parler à leurs parents et qui trouvent au planning familial une écoute et une possibilité d'être protégées sans que leurs parents n'aient à être au courant puisque bien sûr, ça reste confidentiel. Tout à fait, ça reste anonyme, hein, et confidentiel. Il y a aucune transmission aux parents. Le respect de la personne est notre priorité. Et oui, en fait, ces jeunes filles ou ces jeunes garçons nous identifient, notamment lors des séances d'éducation à la sexualité. On aimerait bien qu'ils nous identifient par d'autres biais. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on va chercher de l'information, on va chercher sur Internet. Heureusement, Internet est une somme d'informations et de ressources incroyables et inépuisables. On sait aussi qu'on peut tomber sur des sites Internet qui sont pas tout à fait safe, pas pro-IVG, par exemple, mais on le voit pas forcément. Et quand vous allez sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, hein, c'est pas, je fais pas de concurrence, vous avez une chance sur deux, si vous cherchez info avortement, de tomber sur des sites anti-choix. Alors si, les gens qui nous écoutent, font le test, ils vont pas s'en rendre compte, en fait, parce que, les sites anti-choix sont hyper bien faits. Ils connaissent très bien la loi. Ils connaissent très bien comment la contourner et parce qu'il y a ce qu'on appelle en France le délit d'entrave numérique. Vous n'avez pas le droit de dire, quelque chose,
qui vous empêchent de faire votre choix et qui vous forcent à ne pas vous avorter, par exemple, et notamment maintenant que l'avortement, la liberté d'avorter dans la Constitution quand même. Et donc voilà, il y a un sujet de accès à l'information. Et nous, avec nos petits moyens au planning familial, on se bat pour exister sur les réseaux sociaux, mais bon, on est une nation, hein, donc et on n'a pas les mêmes moyens que l'État. Donc on demande aussi une grande campagne d'information nationale et une vraie stratégie de référencement sur les sites safe pour tout le monde. Ça me fait venir plein de questions, Bah oui. notamment effectivement sur les réseaux sociaux et sur internet. Mais je veux juste, poser une dernière question sur la partie école, où en fait on parle, aujourd'hui beaucoup de consentement et de lien avec, la sexualité. Le planning familial du coup joue, un rôle dans l'intervention au milieu scolaire. Est-ce que, parfois vous êtes, victime d'une certaine résistance de la part de certains parents ou de certains organismes, du fait de ces interventions dans les écoles ou, au contraire, c'est plutôt soutenu? Alors, effectivement, c'est une très bonne question et on vit des pressions. Nos antennes vivent des pressions. C'est pour ça que ça faisait des années qu'on demandait ce qu'il y ait un programme d'éducation à la sexualité, puisque vous savez que la loi de 2001 prévoyait 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par élève, sans penser à la mise en œuvre pratique et opérationnelle de cette loi, qui était l'inscription dans les programmes. Comme vous avez des cours de mathématiques ou d'histoire géo, et ben, vous avez dans le programme des séances d'éducation à la sexualité. Donc ça, c'est ce qu'on avait demandé et qu'on demande depuis des années. C'est en place depuis septembre. Donc c'est un levier important parce que c'est quand vous êtes parent et vous osez moins contester quelque chose qui est dans le programme aussi. N'empêche, les pressions, elles sont importantes. À la fois, les parents font pas forcément directement pression sur les assos, elles font directement pression sur les chefs d'établissement. Elles disent moi, je veux pas. Et les associations qui sont très bien organisées, hein, qui organisent la réplique, qui organisent la mobilisation. Elles ont, par exemple, l'année dernière, elles avaient distribué des dispenses d'éducation à la sexualité dans les écoles, dans les carnets de correspondance. Donc, Ah ouais. donc oui, il y a des pressions importantes, pas forcément nous directement, mais c'est plutôt les chefs d'établissement. C'est pour ça qu'on souhaitait qu'il y ait un programme, que le ou la chef d'établissement soit accompagné, soit soutenu par sa hiérarchie, parce que jusqu'à présent, il était un peu seul. Donc, et on demande, parce que du coup, il y a une circulaire en septembre qui dit que les associations n'ont plus leur place en primaire. C'était encore une fois laisser seul le corps enseignant et les chefs d'établissement face à ces pressions potentielles et donc et face aussi au fait que, ben, c'est plus facile de parler à une association, une personne extérieure des questionnements que j'ai, moi et de ma vie intime, que de parler à son prof d'histoire géo, ou son institutrice. C'est toujours plus simple d'avoir quelqu'un de l'extérieur et puis, comme je disais, ça permet aussi d'identifier les personnes, ressources, à l'extérieur. Donc oui, il y a des pressions, Et puis vous et avez puis les bien bons sûr, mots, les ouais. connaissances, pour transmettre, vous êtes formés pour ça. Là où un prof Oui, d'histoire géo, on attend de c'est lui ça, ça. mais peut-être que lui va même pas être forcément très à l'aise d'en parler, pas forcément être formé, pas forcément trouver les bons Ah mots. oui, Donc nous effectivement avoir une personne tierce, c'est quand même, les personnes qui important. interviennent dans les établissements scolaires au planning familial, elles ont une formation de 160 heures. Voilà. Le module de formation qui est dispensé, par l'Éducation nationale sur l'éducation à la sexualité, c'est 4 heures et c'est optionnel. Voilà. Donc enfin, il faut être clair, ils n'ont pas forcément toutes les compétences et toutes les clés et on ne leur jette pas la pierre, c'est pas leur métier, en fait. Ouais. Hem Oui, d'où et l'importance pour le planning familial et ces associations de dire: «Nous, on et veut bien intervenir et on peut le Et faire oui, nous, on peut bien correctement». intervenir et il est nécessaire qu'on intervienne. Voilà, parce que pourquoi? Parce que quand vous avez des jeunes garçons ou filles qui vous disent, bah, en fait, qui vous posent des questions sur la pornographie et qu'il est en CM1, que le garçon vous raconte ou la petite fille vous raconte qu'elle regarde la pornographie avec ses copains, sur son téléphone portable. Hein? Qu'est-ce que vous racontez à ça? Vous pouvez dire: «C'est pas bien», oui, OK, Mmh. mais c'est des questionnements là derrière. En fait, c'est un usage. Donc, on dit pas qu'on fait la promotion de la pornographie. On dit que et nous, nos séances au planning, elles sont souvent construites, déjà avec le corps enseignant, avec l'enseignant ou l'enseignante. Pour moi, c'est des problématiques de la classe, voilà, parce que on peut identifier, les dynamiques de classe, voilà, les groupes qui se forment, les questionnements qui ont déjà apparus.
parfois des crises même qui ont apparu. Donc, ça se travaille avec. Et souvent, nous, on est une association d'éducation populaire. Donc, souvent, les séances, elles se construisent aussi avec les élèves. On n'a pas forcément de schéma préétabli, mais parfois, les séances, elles vont dériver parce que, il y a quelqu'un qui va poser une question sur un autre sujet et ça va générer des questionnements, en fait. Et c'est Ouais, ça aussi, part de leurs besoins, de leurs ça part de leurs questions et de... et souvent, on a calqué en disant, bah, le planning familial, vous parlez de, je sais pas, de pornographie aux enfants de CM2. Non, c'est eux qui nous en parlent, en fait. Parce que j'ai un grand frère ou parce que moi-même j'en parle, parce que moi-même j'en ai vu, ou parce que j'ai une grande sœur ou un grand frère qui en parle, ou qu'on regarde qui m'en parle, et je fais quoi, en fait? Et Oui, la réalité, c'est pas de les laisser dans ce silence-là et que malgré tout, ils non, continuent à regarder ou à non, en parler entre eux sans qu'aucun c'est adulte ça. ne vienne en parler avec eux et mettre peut-être un cadre, leur apprendre à Mais oui, prendre du recul c'est sur ça, voilà. justement. Et puis parce que ça forme aussi les esprits critiques, ça forme aussi les jeunes garçons et jeunes filles dans leur apprentissage de leur intimité, de leur vie sexuelle. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut aborder parce qu'après, je sais que les personnes qui interviennent, elles nous expliquent. Parfois, on a des jeunes garçons de 15-16 ans qui comprennent pas parce qu'en fait, ils sont pas surpuissants, la fille, elle hurle pas. Enfin voilà, ils sont pas aussi puissants que ce qu'ils voient dans les films. Et donc ils ont un problème, donc c'est le problème. Et donc je ne peux pas faire jouir une femme, je ne veux pas lui donner de plaisir, donc c'est moi le problème, quoi. Donc vous voyez, c'est des sujets qui traversent. Et les filles, pareil, hein. Il y a des questionnements qui sont et qui se retrouvent. Et donc là, nous, on est effectivement dans ces questionnements-là. Et ces séances d'éducation à la sexualité, c'est hyper intéressant parce que vraiment, ça part des questionnements et des besoins et des questions des jeunes, quoi. Et tu parlais aussi du coup de la loi anti-entrave qui existe depuis peu. Alors de tête, c'était 2016, c'est ça à C'est peu ça. près? Comment fait justement le planning familial pour aussi lutter contre ça? Parce que c'est vrai que c'est horrible en fait. On peut si vite, tomber, que ce soit sur Instagram, sur des comptes pro-life, sur internet directement avec, des sites pro-life également, qui ont même un numéro vert, et donc qui peuvent être très vite confondus avec un site, national, gouvernemental, cache clairement ses intentions. Comment le planning familial fait pour, lutter, contre ça? Est-ce que c'est aussi à vous de lutter contre ça? Parce que finalement, vous, vous n'êtes qu'une association. Là, voilà. Tu as la réponse, hein. C'est-à-dire que c'est pas au planning familial, avec nos petits moyens, qu'on peut contrer des associations qui ont des millions d'euros sur leur compte, qui leur stratégie est de faire de la désinformation en ligne. Et ça peut paraître simple, mais c'est vrai, je vous avoue, hein, moi-même, si je vais sur un site anti-choix, on a fait des tests, hein, on a fait des chats avec des personnes, c'est très difficile de distinguer. C'est très, très difficile. C'est très insidieux. C'est pas, tu sais, c'est pas bien d'avorter. Non, non, c'est vraiment une parole très enveloppante, très accompagnante, très accueillante. Et petit à petit, elle vous emmène vers quelque chose, en fait, vers autre chose, vers quelque chose que vous ne voulez pas. Elle instille le doute, par exemple, la personne. Alors que vous étiez décidé, par exemple, vous Oui, voulez appeler besoin parce de que vous voulez prendre le connaître les temps, délais. de Oui, réfléchir, voilà. Vous réfléchissez et vous avez parlé à votre compagnon, et ainsi de suite, voilà. Et je peux vous assurer que c'est donc c'est pas à nous, planning familial, de faire ça. Nous, on se bat, on sait que le numéro vert national, c'est un très bon outil et on engage toutes les personnes qui se posent des questions sur leur IVG, sur l'IVG, de la contraception et la sexualité à appeler ce numéro ou à chatter. Parce que vraiment, là, vous avez des filles et des garçons, des écoutants et des écoutantes et des chatteuses, comme on les appelle, dans toute la France. En plus, quand vous appelez, elles sont localisées, donc c'est vraiment, elles peuvent vous apporter une réponse au plus près de chez vous, quoi. Donc, c'est très chouette. Voilà. Mais donc voilà, c'est nos moyens qu'on met en œuvre, quoi. Et puis oui, après, on écoute vous-même bien être sûr. présent, sur le terrain en ne laissant pas Ouais, la place à c'est ça. ces On est associations de présent sur le production. terrain, on est présent sur les réseaux sociaux, on mène des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, voilà, on essaie de développer aussi notre chaîne TikTok. Petit à petit, on va y arriver. Mais oui, mais on fait face aussi, par exemple, là, c'est intéressant parce que du coup, on a fait une campagne de collecte de fin d'année l'année dernière et on a fait comme toutes les associations, on fait du sponsorisé. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, on fait un peu de pub, quoi. Et ben, on n'a pas réussi à faire la publicité. Dans l'univers de Meta, c'était impossible. Non, 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 les enjeux, parler d'avortement, bouh, 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 c'est tendancieux, politique, stratégique, éthique, machin, donc on fait pas de pub là-dessus. Et donc on n'a pas, vous voyez, c'est qu'on peut pas, alors que certaines assos qui parlent du logement ou de sujets, elles peuvent faire du sponsorisé, nous on peut pas.
parce qu'on parle des enjeux de droits humains. Voilà. Et là, il y a pas longtemps, justement, le planning familial a été à l'origine, de l'écriture d'une tribune, sur l'invisibilisation, C'est des ça. associations féministes plus largement, hein, sur, Meta, en disant que c'était clairement pas un bug, mais un choix politique parce que Meta a souvent dit que c'était un bug sur lequel ils allaient remédier alors que clairement, c'est un choix politique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus précisément? Parce qu'effectivement, le sponsoring n'est pas permis pour ces associations, mais il y a aussi, ces associations qui, quand elles utilisent certains mots, sont ban. Est-ce que tu peux, voilà, en dire un peu plus et quelle est l'importance, de lutter aussi contre ça et à quel point ça impacte le planning familial aujourd'hui de pas pouvoir, être plus visibilisé sur les réseaux? Alors, on a évoqué ce sujet-là, c'est-à-dire que l'enjeu de visibilité, c'est un enjeu majeur parce que c'est l'accès au droit, l'accès à l'information. C'est pas tant pour le planning, c'est pour les personnes bénéficiaires potentielles. C'est-à-dire que si je ne sais pas qu'il existe, si je ne connais pas mes droits, alors je peux me tourner vers des solutions alternatives qui sont pas respectueuses de ma personne, en fait, et de mes choix. Et donc, l'enjeu pour une association comme le planning, c'est d'exister et d'exister dans l'univers qui est celui d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a encore 30 ans, c'était pas ça, les choix. C'est-à-dire que vous aviez votre bulletin, votre newsletter, vous envoyez des mails. Et maintenant, en fait, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas. Donc ça, c'est important, hein, c'est que c'est la porte ouverte, c'est la fenêtre vers l'association. Donc si vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux de la même manière que tous les autres associations, alors il y a un déséquilibre. Et dans le déséquilibre, donc j'ai cité le sponsorisé, mais aussi les algorithmes de Meta, qui fait qu'il déclassifie, en fait, il dépriorise, il invisibilise dès lors que vous utilisez des mots comme avortement, contraception, droits sexuels, sexualité, intimité, machin, voilà. Et donc ce que vous portez comme message, soit vous pouvez faire le choix en disant: «Bah, en fait, je vais faire des messages, je vais mettre des petits chatons, mettre une petite étoile à la place d'avortement». Nous, c'est pas notre credo, planning familial. On a une certaine vision de la société et on défend un accès au droit, libre et choisi et heu et on revendique de parler d'avortement et heu on sait, on a fait un baromètre, en 2024, le premier baromètre sur l'accès à l'avortement en France, et on a démontré, qu'il y avait encore, que l'avortement était encore tabou. Hem Et là, en fait, c'est une illustration, ce qui se passe. C'est-à-dire quand on parle d'avortement, c'est limite tabou, alors on n'en parle pas, on efface d'autres contenus, quoi. Donc c'est un combat à mener, c'est un enjeu de visibilité, mais pour nous, mais c'est surtout pour les personnes, quoi. C'est-à-dire que si elles ont pas accès à l'information, bah, elles vont la chercher où, en fait? Ouais. Ouais, en fait, moi, c'est surtout ça qui me fait craindre aussi, c'est que derrière, l'importance pour le planning de pouvoir exister, communiquer sur ce que vous faites, c'est la non-information à ces hommes et à ces femmes qui, Et sont de plus en plus mais sur les réseaux et c'est là où on s'informe aussi, mine de rien. c'est ça et c'est vraiment il faut vraiment, comprendre la posture dans laquelle on est, en fait, le point de vue. C'est-à-dire qu'il y a le planning, mais il y a c'est surtout les bénéficiaires. Chaque année, nos actions, elles touchent environ 500 000 personnes, donc en accueil collectif ou individuel. 500 000 personnes, c'est énorme, Énorme, ouais. énorme. Voilà, donc si vous attaquez le planning, vous attaquez les personnes, en fait. Quand vous taguez, comme on a eu à Strasbourg, on a eu les stickers anti-avortement, machin, vous attaquez les personnes qui viennent dans votre permanence, au planning. Vous attaquez la jeune fille ou le jeune garçon, vous attaquez les personnes qui viennent. Parce que, heu, les personnes qui viennent, elles voient ces stickers, ça les met en danger. Ça les culpabilise. Ça leur fait peur, en fait. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais le bon choix? Ça met le doute et donc quand on vise, c'est vraiment une attaque. Pour moi, c'est vraiment, que les personnes qu'elles comprennent, c'est ça, en fait. C'est pas dans le planning. Si nos actions s'arrêtent, c'est des portes fermées, hein. C'est des actions qui s'arrêtent, c'est des bénéficiaires pendant c'est des personnes qui n'auront pas accès à l'avortement, pas accès à la contraception gratuite. Voilà, c'est ça l'idée. C'est des La enfants qui sont réalité, ouais. pas identifiés, victimes d'inceste aussi, parce qu'on fait aussi du repérage de violence chez les enfants, hein. Donc c'est tout ça, quoi. Ouais et pour le coup, le planning familial étant très lié à la partie, contraception, sexualité, IVG, en fait, c'est très facile pour les pro-life de vous attaquer uniquement sur ça, en oubliant finalement tous les autres messages qui sont tout aussi importants, derrière. Et c'était Tout à un fait. tu évoquais le fait de mettre des astérix ou des petits chatons pour être, pas, ban par, entre guillemets, par, Meta.
Et c'est un sujet que moi aussi, forcément, en étant un podcast qui parle d'avortement, d'IVG, de féminisme, etc., où je me pose la question et où je me dis, pour dire les choses clairement, ça m'emmerde de ne pas pouvoir écrire le mot avortement tel qu'il est sans Oui. être ban. Et en même temps, je me dis, ouais, mais alors si je veux être visibilisée, est-ce qu'il ne faut pas que je mette cette fameuse petite étoile à la place du O pour quand même que mon message soit vu et entendu? Et c'est très, du coup, je suis prise dans un truc un peu entre deux, de me dire, Ouais, à choisir entre être visible ou ne pas renoncer à utiliser le bon mot pour ouais, le bon acte, quoi. c'est ça. Ouais, 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 non, mais ça nous traverse aussi, hein. J'avoue, Mmh. parfois on se dit: «Il faut qu'on passe, par ces biais-là». On n'a pas envie parce que justement, parce que le tabou existe encore et parce que ça Ouais, va participer à continuer à visibiliser ce mot, en c'est vrai. fait. Il faut le faire vivre ce mot, en fait. C'est pas une honte et en plus, il est dans la constitution française, en fait. Donc Ouais. toutes les personnes qui ont envie d'avorter, elles ont la liberté d'avorter en France aujourd'hui Mmh. et encore aujourd'hui. Je sais pas demain, en fait. Usons de ce droit, utilisons ce mot et donnons des leçons à Meta, quoi. Parce que, Mmh. enfin, moi, je pense que la France, elle devrait être beaucoup plus proactif, sur le sujet. Beaucoup plus, ouais, je pense qu'elle a un rôle à jouer aussi, sur la diffusion, d'une information fiable et je sais qu'il y a une mission d'information sur la désinformation en santé qui est en train de travailler. Je sais qu'on va les rencontrer bientôt. L'État a un rôle à jouer là-dessus, hein, vraiment, et ils ont plus de moyens qu'une petite asso, et il faut affirmer ses positions, quoi, être Ouais, clair. clairement. Et c'est quand même, derrière Meta, c'est aussi, des GAFA, des États-Unis. Donc on voit un retour en arrière aux États-Unis et on sait aussi pourquoi Meta se positionne comme ça. C'est aussi, parce que ce Bien sont, sûr. les États-Unis et d'ailleurs pas que, les États-Unis, hein, dans certains pays d'Europe aussi malheureusement. Et est-ce que vous, ça infuse sur, votre façon de travailler au planning familial et sur certaines craintes que le planning peut avoir sur une certaine, contagion, on va dire, menace de certains droits, qui pourraient arriver en France? Alors, on le voit depuis des années, hein, la vague conservatrice, qui vient des USA. Mmh. C'est pas nouveau, hein, ça a une dizaine d'années. C'est pas Trump qui l'a inventé, on est plutôt, le Tea Party et Steve Bannon, qui ont initié ces mouvements conservateurs très proches de Marine Le Pen et toute la vague zemmourienne et tout ça. On le voit en France arriver, hein, on le voit plus concrètement aujourd'hui en France parce il y avait déjà eu Marche pour la vie, Manif pour tous, enfin voilà. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec, l'arrivée, progressive au pouvoir du RN, puisqu'ils ont plusieurs élus quand même, un gros groupe parlementaire, et des, financiers, aussi français comme, Pierre-Édouard Stérin qui, investit, massivement, des millions d'euros, dans, un programme, sociétal ultra conservateur. On voit l'émergence de cet empire, Stérin, son projet Périclès qui est l'acronyme de je ne sais plus quoi, mais voilà, où effectivement il va financer des microstructures, projets implantés un peu partout dans toute la France, pour, aller, je sais pas, faire de la propagande anti-IVG, dans les écoles, faire la propagande anti-contraception et pro-familia, dans les cités, aller, et ainsi de suite et ça, on le voit. Concrètement sur le terrain, on le voit et puis c'est en plus dans un contexte, budgétaire qui touche tout le monde, hein, mais qui est très contraint donc où parfois il y a des choix politiques qui sont faits et ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, on le voit plus maintenant. On l'a vu l'année dernière avec, la présidente de la région Pays de la Loire qui a décidé de supprimer, les financements au planning familial. On l'a vu avec le président du conseil départemental de la Drôme l'année dernière qui a décidé de fermer tous les centres de santé sexuelle, pas que ceux du planning familial. On le voit un peu partout avec des baisses de financement. Donc il y a aussi la petite, musique et la rhétorique anti-avortement et anti-droit et anti-choix qui se propage dans les milieux politiques. Donc à la fois, vous avez une pression sur les réseaux sociaux, mais également dans les milieux politiques où effectivement, quand vous avez un gros parlementaire plus d'une centaine de députés, vous avez des membres du gouvernement qui sont proches, des mouvements anti-choix, forcément vos idées, anti-droit, anti-droits humains, passent dans ces milieux-là et du coup, à l'heure de faire des choix, parfois on fait des choix, on s'est laissé influencer aussi par des rhétoriques en disant: «Vous savez, le planning familial, il apprend, aux petits garçons à se masturber à 4 ans et demi, quand on est des âneries, pas possibles». Du coup, c'est cette rhétorique anti-choix, elle se propage et donc on le voit aujourd'hui.
Et petite pause rapide, j'espère que l'épisode vous plaît autant que j'ai aimé le préparer, et si c'est le cas, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et éventuellement mettre 5 étoiles si le cœur vous en dit. Mais surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez aller encore plus loin, venez me rejoindre sur Instagram, merci.simone.podcast. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Et là où c'est inquiétant, c'est ce que tu dis, c'est que c'est pas que au niveau national, gouvernement très Non. local parisien, ça tombe aussi Ouais. sur du local, voire En fait- même c'est très présent en local. Oui, en fait, c'est intéressant parce que du coup, au niveau national, il y a je le dis clairement, il y a un soutien. Aujourd'hui, on n'a pas de baisse de financement au niveau national et on a des relations partenariales qui se passent bien, justement. On a une convention pluriannuelle, donc bon, voilà, ça se passe bien et je pense que les personnes en place savent l'importance du planning familial. En revanche, effectivement, comme tu le dis, localement, on a des initiatives locales qui sont politiquement très problématiques. Et c'est des choix politiques de supprimer les subventions planning familiales. Quand la présidente du pays, de la région du Pays de la Loire, nous explique que, en fait, c'était un choix budgétaire. Non, c'est un choix politique. Elle a à la fois supprimé les subventions au planning familial et subventions à la culture. Voilà. C'est des choix politiques. Et puis Voilà. étant malheureusement vendéenne, je ne peux que confirmer que ces choix-là sont politiques quand on connaît les positions quand même de ces départements-là globalement en termes de politique. On sait que ce n'est pas une question de budget, que c'est une question de politique. Et puis, on ne peut pas, sous prétexte du budget, sortir cette excuse-là pour mettre de côté des associations qui font le travail que l'État ne fait pas. C'est quand même important à dire. Et ça en vient à une question que moi j'avais qui est peut-être très politique. Donc, je ne sais pas si le planning se positionne sur ça, mais moi, j'ai l'impression que clairement, le planning familial, c'est une association qui est subventionnée par l'État et localement si les élus le décident, et qui fait le travail que le gouvernement ne fait pas, et qui, du coup, doit parfois avoir un soutien financier, parfois en manquer. Et pourtant, moi, dans chacun des épisodes que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, donc dans les 11 qui sont publiés, mais dans les 10 aussi à venir, on me parle du planning familial. Tout le monde me parle du planning familial. Donc, je vois clairement l'importance, dont je ne doutais absolument pas, du planning familial. Et ça me pose la question de la place de cette association. Je me dis, mais c'est une association qui est soutenue financièrement par les dons des particuliers et par le gouvernement. Tu dis au niveau national, vous êtes plutôt soutenu, mais du coup, qui souffre quand même au niveau local de position d'élus. Donc, pour résumer ma question, c'est quelle est la position du planning sur ça en se disant, mais en fait, est-ce qu'on ne fait pas le travail d'un gouvernement qui ne le fait pas? Comme je le disais, on est une association, on a 70 ans, une association militante, on assure une mission de service public, ça on le sait. Donc on a une place particulière par rapport à d'autres associations, c'est-à-dire qu'on est subventionné en majorité par l'État, par des fonds publics. Cette place, ça nous va assez bien parce que on est à la fois une mission de service public, on n'est pas un service public, on a une mission de service public. Elle nous va assez bien parce qu'on est à la fois une association, donc on a notre propre projet associatif, donc on est libre aussi de notre propre choix. Après, s'il y a des revirements politiques, on pourrait être... ce qui est notre fragilité aujourd'hui, c'est qu'un revirement politique pourrait décider de notre avenir et notre futur et de celui des bénéficiaires que nous accompagnons. C'est ça notre fragilité. Après, comme toute association subventionnée et subventionnée publiquement, on a une sorte d'exigence de neutralité. On le fait pas forcément nous, au planning familial, on garde notre libre arbitre et notre parole libre. On prend régulièrement position en disant qu'on va pas assez loin, que le gouvernement ne fait pas son boulot. Donc oui, on l'inscrit dans le paysage, ça nous va en fait, parce qu'on a aussi besoin de ce soutien de l'État pour exister un peu partout. On aimerait bien que nous soutiennent plus encore. Ouais. Ouais, d'où l'importance aussi de faire les bons choix pour les années à venir. C'est ça, faire les bons choix, votez bien. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, c'est aussi ces associations-là, le planning familial, mais pas que, parce que là, on me parle du planning parce que c'est toi que je reçois et c'est l'objectif, mais c'est beaucoup d'associations qui soutiennent
ces sujets-là qui sont touchés financièrement Tout à fait, par un tout à manque de fait. soutien, quoi. La, F- la FNSF qui gère le 3919 est aussi victime des coupes de financement aussi potentiellement, et elle est aussi obligée d'aller chercher des financements privés Mmh. parce que en fait elle n'a pas assez de financement, et pourtant elle gère le 3919 que toutes les personnes connaissent maintenant, hein. Malheureusement, c'est le numéro des violences conjugales que vous appelez, et qui est parce que quand on interroge les personnes, elles nous disent mais en fait je pensais que c'était un numéro d'État. Non, c'est une association qui gère ça. Donc, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État s'est largement déchargé sur les associations. Effectivement, on ressemble de plus en plus à un modèle très anglo-saxon, en fait, où il n'y avait pas de service public et en fait, tout était géré par le privé. Nous, on a glissé de service public vers l'engagement associatif. Après, vous pouvez avoir des discussions avec des gens des associations. C'est notre liberté associative qu'on joue là. C'est-à-dire que c'est notre projet associatif, c'est pas le projet de l'État. Dans les pratiques du planning familial, nous, on a des pratiques, effectivement, on parle de l'accueil inconditionnel, de l'accueil collectif, de l'échange de pratiques. On fait beaucoup ça. Sur la méthodologie d'éducation populaire. Donc, et ça, c'est notre propre projet associatif. Donc, on a cette liberté associative. Vous arrivez du coup à garder au planning ce côté, justement, même si on est soutenu financièrement par l'État, ça ne nous empêchera pas de dire ce que l'on pense et ce que l'on veut et ce qu'il y a à changer. Oui, oui, on garde cette ligne, hein. C'est-à-dire que, effectivement, on le sait, hein, qu'on est subventionné par des fonds publics, donc on a une parole vigilante, mais on peut être critique envers la politique qui est menée, qui est pas suffisante. Et par exemple, on le fait lors des débats budgétaires, on dit qu'il nous faut de l'argent parce que ça ne suffit pas. Si on veut lutter efficacement, ou par exemple sur l'avortement, si on veut avoir une politique progressiste et vraiment efficace sur l'accès au droit à l'avortement, il faut que l'État mette de l'argent, et aujourd'hui, il ne le met pas. Sur la désinformation en santé, par exemple, c'est pas au planning familial de lutter contre Google, en fait. Voilà. Oui, c'est très clair. Et aujourd'hui, justement, sur l'accompagnement des personnes qui souhaitent avorter, et qui sont accompagnées par le planning, comment ça se passe aujourd'hui? Ouais. Si, que je sois majeure ou mineure, je découvre que je suis enceinte, qu'est-ce qui va se passer et comment le planning peut ou va m'accompagner sur ce sujet-là? Eh ben, vous allez au planning familial, soit elle vous reçoit sur permanence, sur rendez-vous, soit sans rendez-vous, ça dépend. Par exemple, je crois que, ben, par exemple, à Paris, il y a des heures de permanence auxquelles vous pouvez venir, et vous serez accueilli par une personne qui est diplômée, qui est certifiée, et qui va vous expliquer tout le processus. On va regarder avec vous si vous savez, vous, quelles sont les dates de vos dernières règles, à peu près pouvoir dater la grossesse aussi, donc identifier le terme auquel vous êtes, pour voir si vous êtes dans les délais légaux ou pas. En fonction des délais, elle va vous proposer les différentes méthodes possibles, soit instrumentales, soit médicamenteuses, vous expliquer comment ça se passe. Que ce sont des médecins, des sages-femmes qui accueillent ces personnes-là ou ça dépend aussi peut-être des plannings? Alors, oui, ça dépend des plannings, parce qu'on a des plannings qui sont centres de santé sexuelle, et d'autres qui sont juste espaces vie affective relationnelle sexuelle, qui sont des centres d'information. Donc, vous êtes en général accueilli par une conseillère conjugale et familiale qui va vous donner toutes les informations. Et si on est centre de santé sexuelle, elle vous donne un rendez-vous, enfin, ça peut être dans la journée d'ailleurs, hein, avec le médecin du centre de santé pour effectivement, en fonction du choix de la méthode que vous avez faite, vous proposer voilà, le rendez-vous immédiat. Sachant que vous pouvez bénéficier d'un délai de réflexion, hein, qui n'est pas obligatoire. Jusqu'en 2022, il était obligatoire. Il y avait un délai de réflexion de 48 heures qui est maintenu pour les personnes mineures. Hein, donc, vous avez le droit de réfléchir et puis vous faites ce que vous voulez, hein. Une fois que vous avez les informations, vous pouvez repartir. Si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est que la personne est toujours accueillie et elle n'est jamais influencée. Voilà, on lui donne les informations. Si elle a besoin, si elle a des questions, on répond à ces questions. Et voilà, si elle souhaite avorter immédiatement, ben, si elle peut, elle le fera en fonction des disponibilités du centre, et en fonction de la configuration, elle pourrait le faire immédiatement. Ou alors c'est le lendemain ou dans la semaine, en fonction du délai aussi, quoi. Voilà. Ouais, ce qui est Mais important c'est du vraiment. coup, c'est de savoir que le planning permet d'avoir toutes les informations en main Oui, pour oui. avoir une décision éclairée, pour prendre une décision Et éclairée. surtout, on explique toutes les méthodes possibles. Et que ce soit médicamenteux ou instrumental, anesthésie générale ou anesthésie locale pour l'instrumental, c'est important
parce qu'on voit de plus en plus que, par facilité peut-être, la méthode médicamenteuse, elle est en train de remplacer et supplanter totalement la méthode instrumentale, même sur des délais, des termes un peu éloignés. Ça peut sembler, le plus simple, c'est pas forcément évident parce que la méthode médicamenteuse, c'est 2 pilules à prendre, soit de 48 heures ou 72 heures, je sais plus, 48 heures, je crois, et c'est pas forcément évident parce que vous prenez la pilule, la première et puis, l'expulsion, enfin voilà, et vous êtes chez vous, voilà. Donc parfois, vous pouvez aussi faire la méthode médicamenteuse, au planning familial. Voilà, c'est vraiment vous écoutez en fait, pour vous donner, voilà, vous ayez les meilleurs choix possibles. Voilà. Et ça, c'est si important et merci de faire ça, de pouvoir, expliquer, à ces femmes qui viennent, pour avorter, les différentes méthodes et ce que ça implique chacune des méthodes. Oui. Parce qu'effectivement, par souci de simplicité, j'ai rééchangé il y a pas longtemps avec Raphaël Perrin que j'ai eu la chance de rencontrer Ah oui. justement, Ah oui. grâce, à la soirée de la doc. Vous faites des soirées de la Ouais. doc, au planning familial, mais on en reparlera et j'ai fait un épisode du coup avec lui, Génial. merci Simone et on parle de ça justement, effectivement, que la méthode médicamenteuse prend de plus en plus de place et aussi parce que c'est peut-être «plus facile» entre guillemets pour, Ça. les médecins et Bah sauf oui. que ce n'est pas forcément toujours plus facile pour les femmes, et pour autant, il y a plein de femmes qui préfèrent ça parce que c'est moins médicalisé, mais tant que la méthode est un choix qui, revient à vous, c'est important et du coup, c'est important effectivement, je trouve que le planning explique bien, Mais comment vous faites chaque, le choix si vous avez c'est ça, c'est comment vous faites le choix si vous n'avez pas les éléments pour faire le choix? Ça vous explique pas tout, en fait. Parce que justement, dans les livres de Raphaël Perrin, que je l'ai lu, avec, assiduité et beaucoup de curiosité, je trouve ça hyper intéressant parce que vous voyez bien les entretiens, comment ils se passent, en fait. Certaines personnes, on leur propose pas, en fait. On dit: «Ben, voilà, vous êtes à 8 semaines, c'est médicamenteux». C'est tout. ouais. Voilà. Et puis après, je ne détaille pas le livre de Raphaël puisque tu as fait un podcast dessus, mais c'est hyper éclairant sur l'accueil et le premier accueil est hyper, important. Moi, j'ai avorté, hein, plusieurs fois, dans des circonstances, toujours différentes et c'est drôle parce que je n'ai pas d'histoire avec le planning familial. J'ai toujours passé par des structures hospitalières. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, hein, Ouais. et j'ai eu des accueils différents, parfois très douloureux, psychologiquement, et puis d'autres, ça s'est très bien passé. Je j'ai pas le sentiment d'avoir eu beaucoup de choix, mais à l'époque, il y avait pas de choix. Donc, il y avait pas de choix parce que c'était que instrumental à l'époque, mais il y avait, je me souviens j'avais eu juste une fois la question sur, anesthésie générale ou anesthésie locale. Et voilà, j'ai eu une seule fois la question et les autres fois pas du tout. Voilà. Et c'est important parce que je trouve que ça participe au fait qu'on continue d'avoir le choix, et que, ce ne Ouais, soit plus qu'une seule méthode qui ne soit présentée c'est ça. aux femmes, mais on continue à avoir ce choix-là qui est important. Moi, j'ai fait ce choix-là, à 4 semaines, de grossesse, de me dire: «Je préfère attendre et faire une anesthésie générale et ne rien voir et ne OK. rien entendre» et Ouais, j'ai préféré attendre, d'être, à un terme qui permette ouais, cette, IVG instrumentale ouais, ouais. plutôt que de prendre les médicaments parce que Mmh. moi, je le sentais pas de vivre, l'avortement chez moi toute seule entre guillemets et d'expulser, Ouais, ouais. toute seule dans mes toilettes et c'est Ouais. important pour moi de ce choix-là, et du Mmh, coup que le mmh. planning explique, quoi et il y a une question aussi que je voulais, évoquer avec toi, c'était, en lien avec les déserts médicaux parce qu'on parle souvent, de plus en plus même de déserts médicaux, notamment en lien avec, l'IVG et du coup, je voulais savoir quelle était aujourd'hui la réalité du terrain pour le planning, sachant que tu évoques notamment des manques de financement, mais aussi des fermetures, notamment dans la Drôme. Est-ce qu'aujourd'hui, le planning trouve que c'est plus difficile, d'avorter qu'il y a, 10 ans? Est-ce que, c'est plus facile? Est-ce que, le planning est aussi confronté à des déserts médicaux et ce qui fait que dorénavant, il y a des centres qui ferment, et donc les femmes doivent aller plus loin pour avorter? Est-ce que c'est un sujet, actuellement ça au planning? Alors, c'est un sujet, ce qui est un sujet, c'est qu'on a l'impression que ça progresse pas énormément, l'accès à l'avortement. Il y a, sur un volet, oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir, permis aux sages-femmes de pratiquer les IVG, instrumentales, ça permet quand même, d'avoir plus de professionnels de santé parce que les sages-femmes sont très présentes sur les territoires, plus que d'autres médecins. On voit une évolution des pratiques aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez si tu as déjà vu les chiffres du ministère, enfin de l'adresse, direction des statistiques, qui montrent bien que la pratique, des IVG se fait,
beaucoup plus hors des établissements hospitaliers Ouais, en cabinet libéral qu'avant. ou. Voilà, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ce qu'on constate, nous, au quotidien, c'est des femmes, des personnes qui sont en errance thérapeutique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui appellent un médecin pour avorter et en fait, il déclare pas qu'il veut user de sa clause de conscience spécifique et donc il va lui prescrire des examens non obligatoires, réitérer les examens non obligatoires, réitérer des rendez-vous, faire du dépassement d'honoraires. Et donc, du coup, on retrouve des femmes parfois qui arrivent à presque 14 semaines au bout de délai parce que en fait, elles se sont fait balader et on leur a mis le doute. Donc, et c'est ce que dit Raphaël Perrin dans son livre, c'est-à-dire que l'accueil des professionnels de santé, certains, est très problématique, est très stigmatisant, est très culpabilisant. Et on se dit aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est que l'avortement est encore un tabou et les professionnels de santé, en tout cas certains, participent à ce tabou, en fait. Et que nous, on réclame la suppression de la clause de conscience spécifique à l'avortement. On n'a pas réussi à la faire sauter en 2022. On espère qu'elle sautera un jour. On sait que le Collège national des gynécologues obstétriciens s'est prononcé pour la suppression. On sait très bien que c'est symbolique, mais ça n'a rien à faire dans le droit, en fait. Et ça continue de faire de l'avortement un acte à part. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est ça, c'est qu'encore 20% des femmes doivent changer de département pour avorter. Ça existe. Alors, quand vous êtes en région C'est parisienne, énorme, hein, waouh, 20%, quoi. ouais. Ouais, quand vous êtes en région parisienne, ça peut sembler anecdotique, hein. Vous prenez un RER, vous changez de département. Quand vous êtes, je sais pas, en Lozère ou je sais pas, en Corse, par exemple, c'est plus problématique de changer de département. Imaginez, vous avez 17 ans, vous devez prendre le train le matin, je sais pas, ou le bus pendant 2 heures. Donc, c'est ça qu'on constate, en fait, hein. On sait qu'il y a des centres d'IVG, des centres de santé qui ferment un peu partout. Donc, ça éloigne les personnes de l'avortement. Ça les éloigne. Oui, ça Et reparticipe encore plus à ce 20%-là que tu dis et où oui, ils doivent ça changer de va. département, ça ne fait qu'augmenter, quoi. Et puis, il y a des personnes qui doivent partir à l'étranger pour avorter, hein. C'est une réalité. Alors, on n'a jamais de chiffre exact, mais on a plusieurs milliers de personnes où on en accompagne, hein, en planning familial, soit en Espagne, soit aux Pays-Bas. Voilà, parce qu'en fait, les délais sont trop courts, parce que dans le baromètre, on identifie que le délai moyen pour avorter, c'est 7 jours, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 4 jours. Voilà. 7 jours. C'est long, 7 jours, hein. C'est entre 7 et 9 jours, je crois, même en France, hein. 7 et 9 jours, c'est long, quand vous êtes enceinte et que vous voulez pas garder C'est votre très long. grossesse. Quand vous n'êtes pas réglé, de manière, très stricte et que vous savez plus vraiment quand est-ce qu'étaient datées vos dernières règles et que, en fait, ça fait déjà 8 semaines et que vous prenez rendez-vous et puis, le premier rendez-vous et ainsi de suite 9 jours plus tard. En fait, c'est hyper long. Donc on demande aussi Oui, un et puis allongement des quand on voit le délai en France pour avorter, 7 jours, c'est long, quoi. Et c'est énorme. encore une fois, Oui. tu reparlais du livre de Raphaël Perrin, et moi, encore une fois, je le dis aux gens, lisez-le parce que je trouve que c'est une bible, une ressource indispensable pour que les femmes puissent avoir accès à ce dont elles ont droit et quel est leur droit pour pour reprendre le C'est ça, pouvoir sur ces rendez-vous médicaux où elles vont c'est ça. et qu'elles puissent savoir leurs droits à ce moment-là. Parce que toi, tu dis effectivement, le planning familial permet de prendre la pilule dans la journée à partir du moment où on n'est pas mineur parce qu'on n'a pas ce délai de 48 heures. Dans le livre, Raphaël parle clairement de personnes qui se font, euh, le- à qui on leur voit dire, bah oui, mais il y a un délai de réflexion, revenez dans 48 heures, alors que ce n'est pas vrai, quoi. Donc c'est effectivement C'est ça. hyper important d'avoir information sur tout ça. Et notamment pour le délai. Et tu disais une autre chose, effectivement, on n'en a pas parlé, mais ça me semble important d'en parler, c'est que le fait que le planning accompagne des femmes à l'étranger quand elles sont hors délai en France. Oui, on organise, quand les femmes n'ont pas les moyens financiers parce que bon, pour partir à l'étranger, si vous devez partir aux Pays-Bas parce qu'on fait les pays, voisins, hein, Limitrophes. Pays-Bas, Espagne, leurs délais sont à 22 et 24 semaines, hein. Donc nous, on en a 14, hein. Donc vous voyez? Hem Et donc oui, quand les personnes n'ont pas les moyens financiers, souvent on organise des cagnottes, hors délai et donc du coup, ça nous permet de financer leur voyage ou de les accompagner. Voilà. Le train, l'hôtel, vous voyez, c'est tout de suite 2 000, 3 000 €, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est que il faut le pouvoir aussi à un moment donné Ah oui, financièrement. oui.
À la fois financièrement et puis pas que financièrement. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous êtes femme seule ou avec un enfant, est-ce que vous pouvez partir 4 jours comme ça? Enfin non, en fait, vous pouvez pas. Enfin, quand vous êtes, dans un métier, vous êtes ouvrière à la chaîne, vous pouvez peut-être pas partir 2 jours comme ça parce qu'en fait, sinon vous êtes licenciée, parce qu'il y a une pression de patron, parce qu'en fait c'est comme ça, parce que, voilà, vous avez pas toujours un compagnon, pour vous garder les enfants par exemple, voilà tout ça donc c'est une injustice, totale. En fait, donc nous, oui, nous, on demande depuis longtemps du sans délai, hein, se rapprocher en tout cas des standards européens, hein. Aujourd'hui, on a un 14 semaines. On a quand même mis, près de combien de temps? 10 ans, même plus, je crois, pour faire allonger les délais de 2 semaines, quoi. De passer de 12 à 14, ouais. Voilà. Sachant que c'est une énorme hypocrisie parce que le gouvernement ne peut pas ignorer que, une femme qui a vraiment envie d'avorter, au-delà de Que 14 semaines, elle elle va, avortera. elle avortera, c'est ça et donc soit elle a les moyens ou elle trouve un soutien autour d'elle pour aller à l'étranger, soit elle le fait de façon, C'est ça. plus, compliquée pour sa santé, Et mais malgré tout, elle avortera, quoi. une femme qui veut avorter, elle avorte. Voilà. C'est le message simple et clair, hein. Mmh. Et quand Simone Veil monte à la tribune en 74, il faut bien se rappeler qu'elle est ministre de la santé, pas ministre des droits des femmes, hein. Mmh. Elle est ministre de la santé. Elle vient pour régler un problème de santé publique parce qu'il y a des femmes qui mourraient, d'avortements non sécurisés. L'OMS, que je vous ai cité tout à l'heure, dit: «Il y a plus de 49 000 personnes qui meurent chaque année d'un avortement non sécurisé». Alors donc oui, une femme qui veut avorter, elle avorte. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de stats, sur les femmes qui, pratiquent des avortements, à la maison, toutes seules, sont ensuite certainement accueillies dans des services d'urgence, mais on imagine que ça doit arriver, ouais. Ouais, donc c'est aussi, des choses sur lesquelles c'est important de faire évoluer, la loi, là où le planning, est sur le terrain, mais aussi C'est ça, finalement, joue un rôle, plaidoyer. auprès ouais, de plaidoyer, c'est ce que tu disais. C'est pas que finalement des actions de terrain, vous êtes là aussi pour Oui. demander l'évolution de certaines choses, de certaines Alors lois. oui, nous, au Palais familial, on est partie prenante de tous les combats, sur le droit à l'avortement. On a été souvent les fers de lance et les fédérateurs, même les moteurs sur les combats, notamment, par exemple, sur l'IVG dans la Constitution. Enfin, ça fait des années qu'on plaide pour ça et qu'on a mené, vraiment un combat, on était en première ligne là-dessus et on continue là, on s'engage sur un combat sur, la suppression de la pause de conscience. Pour nous, c'est primordial, hem et on sait qu'on a le Collège national des gynécologues qui est derrière nous. On espère qu'on aura plein de parlementaires et on espère va réussir à sensibiliser l'opinion publique là-dessus, parce que ça semble un sujet technique qui semble pas très, voilà, c'est moins facile à mobiliser que l'allongement des délais, mais on espère bien, réussir ce combat. Oui, on est de toutes les luttes et on a été, dès lors qu'il y avait des combats, pour faire progresser les droits humains, depuis 70 ans, le planning a toujours été là, quoi. Et depuis 70 ans, moi, c'est là que je trouve fou. Quand j'ai vu que cette année, c'était les 70 ans du planning, je me suis dit: Ouais. «Waouh!» Alors, est-ce qu'on le célèbre ou est-ce qu'on se dit: «Ah, à un moment donné, on aimerait bien que le planning n'existe plus»? Ça voudrait dire que tous les combats sont réussis. On n'en est pas là, je pense, mais quand même se dire que ça fait 70 ans que le planning se bat, pour, tout ça et que ça a commencé en 56. C'était si Mmh. tôt, à un moment où l'avortement n'était pas légal, où la Ouais. contraception n'existait pas en France. Et où les femmes s'étaient réunies pour se dire, bah, on aimerait bien, faire, nos choix sur notre maternité, quoi. Mmh mh. C'était, quand même, Ouais. donc c'est quand même beau de se dire que l'association a 70 ans. Ouais. Moi, je voulais échanger avec toi, du coup, sur le côté aussi, soutien du planning pour, que les auditeurs et auditrices, puissent éventuellement, aider ou prendre part, à l'engagement auprès du planning parce que c'est pas forcément que financier. Tu disais qu'il y avait des bénévoles, des salariés, donc je voulais qu'on évoque un petit peu tout ça, que tu puisses nous dire, aujourd'hui comment ça fonctionne, le planning, comment, il est financé. Donc tu disais par l'État, mais aussi par des dons. Donc le planning a besoin de dons aussi pour, continuer de fonctionner? Alors comment on fonctionne? Nous, on est une confédération, on est financé en grande majorité, par l'État, mais on a un financement national et après on a des antennes locales, nos associations départementales, qui sont des structures, très diverses. Elles sont 80 en nombre de 82. Il y en a qui sont toutes petites, il y en a qui sont très grosses, il y en a qui fonctionnent qu'avec des bénévoles et d'autres qu'avec des salariés.
Mais en synthèse, une association départementale, elle fonctionne souvent avec une personne qui est en charge de l'administration financière et machin, et puis après des conseillères conjugales et familiales qui elles sont elles formées, et beaucoup de bénévoles qui font les actions de terrain, les stands de prévention. Donc ça, les bénévoles, on en a besoin. C'est ce qui fait vivre l'action militante sur le terrain. On a besoin à la fois pour tenir des stands, pour faire des tractages, pour faire des manifestations, pour faire de la collecte aussi, ça peut être ça. Chaque association départementale fonctionne différemment, mais je sais qu'aussi le bénévolat, c'est aussi le soutien, il peut être aussi, de compétences, du soutien de compétences. On a parfois, nos assos départementales, elles sont toutes petites et parfois elles n'ont pas de compétences, par exemple en communication, par exemple. Et voilà, parfois on a des personnes qui sont illustratrices ou graphistes ou web designers ou développeuses web. Et ça intéresse aussi parce que ça coûte cher de faire un site internet, ça coûte cher de faire la stratégie média, ça coûte cher de faire des réseaux sociaux. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui savent le faire. Et donc ça, c'est parfois souvent une compétence qui est très recherchée. Parce qu'on a beaucoup parlé dans ton podcast de visibilisation, de promotion, d'accès à l'information. Et voilà, on a besoin de gens aussi investis sur ce sujet-là. C'est des compétences qui nous... Et puis, effectivement, maintenant, on a besoin de compétences en collecte. Donc, c'est aussi des compétences qu'on recherche. Nous, au niveau national, on se lance aussi dans la recherche de mécénat, de fonds privés, hein. Et donc, on a commencé, on signe un partenariat avec la Fondation Crédit Mutuel très bientôt, qui va nous donner un peu de sous quand même, qui va nous aider justement à monter en compétences et à développer des nouveaux outils, et notamment développer tout l'aspect formation dont on a un peu parlé, et puis aussi développer nos outils internes comme l'extranet, qui nous permet aussi de mutualiser nos forces, de faire l'échange de pratiques, l'échange d'outils, voilà, donc tout ça, quoi. Donc oui, toutes les compétences. En fait, l'appui, le soutien peut être financier, bien évidemment. Si vous adhérez, ça nous donne des sous. Si vous nous donnez de l'argent, ça nous donne des sous, c'est super. Ça, bref, c'est un peu le cœur du réacteur, quoi. Mais aussi, on a besoin de compétences en communication, en Donc graphisme. selon ses moyens, ça peut être faire Voilà. un don, si on n'a pas beaucoup de temps, c'est mais ça. qu'on a des moyens financiers, on peut faire un don financier. Si on C'est n'a pas ça. beaucoup d'argent, mais qu'on a du temps à prêter et à donner, on peut être Ouais. bénévole au sein du planning et en Oui, lien avec ses compétences, quoi. Donc c'est en ça. fait, Donc, il faut c'est en fonction prendre de... contact avec l'association départementale, et Ouais. il y en a forcément une à côté de chez vous. Et ça peut être, par exemple, sur des sujets très techniques, hein. Par exemple, ça peut être sur la protection des données personnelles, par exemple, parce qu'on est tous et toutes, en tant qu'association, soumises à ce règlement, ce RGPD. Ouais. Moi, je m'y connais un petit peu, mais peut-être qu'une petite association départementale, elle s'y connaît pas, mais elles doivent se mettre en conformité. Comment je fais? Voilà, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Donc c'est aller voir en local, à Allez, vous. proximité, le planning et leur dire: «Beh, moi, je sais faire ça dans la vie, si jamais vous en avez besoin, C'est si ça. jamais ça peut aider, avec grand Ouais, plaisir», quoi. avec grand plaisir. Mm. OK. Et tu disais, oui, il y a aussi, des personnes qui sont, salariées, au sein du Oui. planning familial. Donc là, pour rejoindre le planning familial, j'imagine que c'est pareil, vous avez, des offres d'emploi si jamais les personnes sont intéressées, Ouais, et sur votre là, il idée. y a une offre d'emploi. Alors nous, moi, je travaille au sein de la Confédération. La Confédération, c'est 25 salariés environ. Par exemple, là, il y a une offre d'emploi, je crois qu'il y en a même 2 offres d'emploi qui sont, à la Confédération. Une sur un profil, assistante administrative, assistant administrative, et l'autre sur, chargée de mission projet jeune. C'est tout ce qui est sujet de l'animation, projet jeune. Puisqu'on a un programme jeune, un financement pour faire vivre les jeunes et la jeunesse dans le mouvement. Et donc, on cherche. Donc, les offres d'emploi, elles sont certainement sur notre site internet ou sur LinkedIn, sur notre page. Voilà, donc OK. n'hésitez pas. En cours. Ça va me faire plein de liens à ajouter, dans cet épisode, mais pour les personnes qui sont intéressées, vous allez voir dans la description, je mettrai les liens vers les offres d'emploi, vers le site internet, vers le baromètre dont on a parlé, que le planning a fait en 2024 et sur tous les sujets qu'on a pu, évoquer, je les linkerai, dans la Ok. description. Est-ce qu'il y a des sujets, Alban, ou des questions que je ne t'ai pas posées qui te paraissent importants qu'on évoque, sur cet épisode? On a parlé beaucoup du planning familial, mais je voudrais dire quand même que cette offensive conservatrice, on a quand même parlé, mais elle touche tout le monde en fait. Elle touche toutes les associations engagées sur les droits humains.
on le voit. Donc c'est pour ça que nous, on construit des plaidoyers en collectif avec d'autres associations. Donc ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de dire aussi aux personnes, puisqu'on est le 4 février, vous avez encore inscrit sur les listes municipales, pour les listes électorales. Alors, c'est la Lucie du montage. Je pense que vous vous en doutez, mais c'est beaucoup trop tard maintenant pour vous inscrire sur les listes électorales. Cependant, cet épisode est diffusé entre les 2 tours ou juste avant les 2 tours de municipales. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer pour aller voter. Comme le dit Alban, c'est hyper important de voter déjà local avant de voter national, puisque ça a un impact sur ces associations comme le planning familial, mais aussi pour toutes les associations qui défendent les droits humains tout simplement. C'est important de voter. Je dirais pas pour qui voter, vous faites ce que vous voulez. Je sais pas, vous regardez pas. Mais faut savoir que les élections, quand vous élisez le conseil municipal, vous participez aussi au sénatorial. C'est nos sénateurs et sénatrices, ils font la loi. Et aujourd'hui, on a besoin de faire vivre un vent de progressisme au Sénat. Donc, allez voter. Ouais, ça, c'est un message hyper important, effectivement. Et tous les sujets que j'évoque dans le podcast, mais tous les sujets aussi qui sont surtout soutenus par les associations comme le planning familial, mais il y en a plein d'autres, c'est hyper important. Et faut se rendre compte que c'est tellement lié à la politique qui est mise en place. Et sans vouloir alarmer et faire peur, c'est juste une réalité. Ce qui se passe dans d'autres pays en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, si nous, on ne prend pas la main en France de se dire ce n'est pas ce qu'on veut et on souhaite élire des personnes qui sont plus progressistes et qui vont continuer à faire avancer les droits pour lesquels on s'est battu jusque-là, en fait, on arrivera à ce qui se passe dans ces pays-là. Et C'est ça. je ne peux pas, moi, imaginer que c'est ce que les Français veulent. Quand on voit ce qui se passe avec l'ICE aux États-Unis, c'est juste à vomir. Donc, effectivement, il faut se mobiliser. Il y a plein de mobilisations, je vois, même de jeunes qui se font actuellement antifascistes, qui sortent dans la rue pour montrer l'importance de ce vote et que les jeunes sont aussi là, finalement, pour se mobiliser. Et je trouve ça chouette de se dire qu'il y a une jeunesse là qui se lève pour qu'il n'y arrive pas ça en France. Et on en a parlé effectivement tout le long de l'épisode, mais à quel point c'est important pour que derrière, tu parlais par rapport au Sénat, et effectivement, c'est eux qui font partie du corps législatif aussi, mais aussi des soutiens qui sont faits aux associations. Que ce soit les associations comme le Tout à fait. planning, mais aussi les associations locales, culturelles. Ça se joue aussi sur les, sur les oui. votes des municipales qui arrivent bientôt. Donc, Ouais. Et d'ailleurs, pour les municipales, le planning familial, on a élaboré un manifeste pour des communes féministes Ok. qu'on a partagé largement. Je te le partagerai, mais parce on va faire une communication à partir de la semaine prochaine sur le sujet. Et on a pas mal de mesures sur, effectivement, engageantes pour que les communes elles soient vraiment féministes. Et ça va aussi bien sur le logement, la garde d'enfants, mais aussi l'urbanisme, le soutien aux associations. Donc, je pense qu'on a tous et tout un rôle à jouer aussi, aller voir ces candidats et candidates pour leur dire, voilà, engagez-vous, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, d'aller voir vos élus, en fait. Ils sont là à proximité ça. pour échanger avec vous. Donc, c'est important ça. aussi de leur dire ce que vous voulez dans votre commune, C'est plus ça. ou moins grande après, hein, parce que moi Bah je suis à oui. Toulouse actuellement. Alors bon, je croise pas un élu tous Voilà. les 4 matins, mais des Oui. fois, les communes qui sont plus petites, on croise facilement ces élus et on peut les interpeller aussi sur ces sujets-là. C'est ça. C'est important, ouais. Est-ce que tu as d'autres messages que tu souhaites partager? On a fait le tour pour toi. Non, c'est bien. On a parlé plein de choses. C'était hyper intéressant. Merci, hein. Merci à toi. Juste pour terminer, s'il y a des auditeurs et auditrices qui écoutent et qui se disent ah, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose là de facile dans les 5 minutes à suivre pour pouvoir m'engager, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Likez un post du planning familial et partagez-le avec un cœur. Voilà, ça, Ça, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps et ça donne du soutien ouais, et de la visibilité au planning. c'est ça. Et de l'amour. Et puis, et de l'amour, ouais, aussi, c'est ce que j'allais dire parce que j'en parlais avec Violaine de Choisir la cause des femmes, que Oui. il y a des personnes aussi qui sont en train de traiter les messages derrière, qui gèrent les réseaux sociaux et qui parfois se reçoivent des messages de haine. Et c'est ça. pas facile dans sa journée de recevoir des messages qui vont à l'encontre de nos valeurs et de toujours devoir se battre.
Donc pareil, si vous pouvez aller envoyer plein de cœurs et de messages positifs aux personnes qui gèrent aussi les comptes, mine de rien, Ah oui. familiales, et partager un peu d'amour et de visibilité, effectivement, ça prend pas longtemps et c'est une action militante. Ouais, n'hésitez pas à suivre le planning familial. Un immense merci à Alban Gaillot pour cet échange sans filtre. On l'a compris, le planning familial fait un travail de service public essentiel. Mais sa fragilité est réelle face aux choix politiques actuels. Alors, si vous voulez soutenir le planning, vous pouvez le faire de 1000 façons. En devenant bénévole, en apportant vos compétences en communication ou en collecte de fonds à l'antenne la plus proche de chez vous, ou tout simplement en faisant un don. Et comme le disait Alban, allez donner de l'amour sur les réseaux sociaux pour aller contrer les algorithmes. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast. Et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.